Bon matin et bienvenue à ce septième épisode de Café Export. Aujourd'hui, nous allons parler de faire des affaires aux États-Unis. Bienvenue à vous si vous venez d'arriver. On va attendre quelques petites minutes comme à l'habitude que tout le monde puisse commencer. Aujourd'hui, on a un panel de deux entrepreneurs, Benoît Martin de Vermac et Kim Delang de Lithologie pour nous parler de faire des affaires aux États-Unis en temps de crise et pas d'ailleurs que en temps de crise. Un format un peu particulier aujourd'hui. On va toujours avoir la section de 10 minutes d'actualité, puis ensuite on va faire un panel à 3 où je vais poser des questions et je vous inviterai à poser vos questions. On va les poser pas à la fin comme d'habitude, on va essayer de les prendre au fur et à mesure des thématiques qu'on va aborder. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le Q&A. Si vous avez des petits soucis, écrivez dans le chat. Benoît se fera un plaisir de vous aider. Et Jérémy fera le tri des questions tout simplement pour poser les questions les plus pertinentes dans le temps qui nous est imparti. Donc on va commencer d'ici à peu près 2-3 minutes avec la revue d'actualité, juste pour vous rappeler que le Café Export est enregistré et disponible en rediffusion sur la chaîne YouTube de la Chambre ou sur la page dédiée du Café Export sur le site internet de la Chambre de commerce. Et je finirai par remercier nos partenaires, comme toutes les semaines, le Développement économique Canada, et le ministère de l'Innovation, de l'économie et de l'innovation du Québec et l'association des World Trade Center dans laquelle nous faisons partie. Donc, on va commencer d'ici peu. On va vous lancer un petit sondage très prochainement. En fait, deux choses déjà. On va vous lancer voilà, un petit sondage informel pour savoir ce que vous pensez de mon fond d'écran, tout simplement. On en a fait 3 depuis le début. On fait des tests. On essaye. Donc, dites-nous ce que vous en pensez. On a eu un rouge vif. On a eu la grosse tasse de café et maintenant c'est une salle de réunion qui sont nos nouveaux locaux à la Chambre de commerce. Donc dites-nous un petit peu ce que vous pensez du nouveau et si vous préférez le précédent. Bref, quelque chose d'assez détente pour commencer. La deuxième chose que je voulais vous mentionner, c'est que si vous avez déjà participé au Café Export, vous avez dû recevoir un sondage sur le futur un petit peu du Café Export. On voulait vous interroger sur le format, sur la fréquence, sur la pertinence du Café Export. Tout simplement parce que quand les activités vont reprendre, il va falloir faire des choix et on veut savoir si cette activité, en tout cas ce Café Export vous plaît et vous souhaitez le continuer à y assister. Tout simplement. Donc, je pense qu'on va faire des relances soit demain, soit d'ici le début de semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à répondre au sondage, ça va nous aider un petit peu à nous ajuster. Si vous avez des thématiques qu'on n'a pas abordées, que vous souhaiteriez qu'on aborde, n'hésitez pas aussi à nous les mentionner. C'est toujours, et puis toute amélioration est la bienvenue, donc n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. On en a déjà reçu pas mal, donc on est toujours friand de nouveaux commentaires, donc n'hésitez pas. Voilà, donc pour ceux qui viennent d'arriver, bienvenue au 7e Café Export. Aujourd'hui, donc on va parler sur faire affaire aux États-Unis avec deux entrepreneurs, Kim Delinde de Lithologie et Benoît Martin de Vermac, avec deux points de vue bien différents qu'on va découvrir par la suite. Puis on va commencer donc par une petite revue de l'actualité. Je propose qu'on commence tout de suite pour rester dans les temps. Donc, mise à jour gouvernementale. Donc, comme chaque semaine, on vous met un petit peu les mises à jour du gouvernement, des 3 paliers du gouvernement, savoir ce qui s'est fait un peu de nouveau. Si on oublie des actualités, si on oublie des annonces, c'est soit par choix parce qu'on pense qu'elles ne sont pas forcément relatives à l'export ou en tout cas qu'elles peuvent contribuer aux entreprises exportatrices, soit parce qu'on les a tout simplement oubliées. Donc n'hésitez pas non plus à nous faire part d'annonces qu'on aurait oubliées ou de nouvelles qui pourraient être intéressantes pour nous. On est toujours preneurs aussi. Donc un premier plan d'aide pour le secteur culturel. Donc ça, c'était quelque chose qui était en travail depuis un petit moment. On sait que l'industrie culturelle et créative est durement touchée par la crise. Donc c'est un premier plan d'aide du gouvernement avec 428 millions de dollars
déboursés. Je vous avoue que c'est pas encore très très clair comment ce plan d'aide va arriver jusqu'aux entreprises et quelle est la structure, mais en tout cas les fonds sont là, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour le secteur de l'industrie culturelle et créative. Des aides aussi pour les grandes entreprises, donc un crédit d'urgence pour les grands employeurs. Euh, Aussi une bonne nouvelle, je vous dirais, puisque s'il n'y a plus de grands employeurs et il n'y a plus de grosses entreprises, toute la chaîne d'approvisionnement en dessous, donc toutes les PME en dessous, ne peuvent plus travailler. Donc, il faut aussi que ces entreprises restent à flot. La prolongation de la subvention salariale, donc, qui était prévue jusqu'à fin juin, qui a été prolongée. J'ai pas vu de date de jusqu'à quand, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle va être prolongée. Ce sera peut-être annoncé dans les prochaines semaines. Donc, plutôt une bonne nouvelle aussi quand on sait que la relance se fait attendre, notamment à Montréal, donc, et qu'on risque d'être un petit peu plus longtemps en confinement. Et enfin, un nouveau programme de crédit aux entreprises, donc le PCE, qui est proposé par la BDC. Tout simplement, c'est une ligne de crédit supplémentaire, enfin une facilité de faire des prêts pour les petites et moyennes entreprises. La BDC prenant en charge 80% des crédits d'exploitation ou d'un prêt interne et votre institution financière 20%. Je vous invite à aller voir les détails si vous en avez besoin sur cette nouvelle. On passe au tour du monde, donc un tour du monde assez chargé cette semaine. On a fait un vraiment gros tour du monde cette semaine. Donc l'Inde avec un plan de relance économique de 10% du PIB. Donc comme on le disait peut-être précédemment, la moyenne des plans de relance tourne entre 4-5%. Les gros plans de relance sont vraiment aux alentours de 10% du PIB. On avait parlé de l'Afrique du Sud aux alentours de 10%. Là, c'est l'Inde qui lance un gros plan de relance, et notamment pour essayer de faire survivre en fait leur PME. Donc, un article assez intéressant sur ce pays. L'Afrique, on essaye d'en parler aussi régulièrement. Donc là, d'un point de vue très macroéconomique, l'Afrique est en train de négocier ses dettes, tout simplement pour avoir un report des dettes. Donc elle est en discussion avec ses créanciers pour pallier un peu au manque de trésorerie qu'il pourrait avoir dans les différents pays. Le taux de chômage record depuis la Grande Dépression aux États-Unis, bon, c'est pas une grande surprise. On arrive à peu près à 14,7% de chômage. Donc, les États-Unis sont quand même, l'économie des États-Unis est durement touchée par cette crise quand même. Donc, on essaye de suivre ça aussi de semaine en semaine. Maintenant, si on passe sur l'Europe où le déconfinement commence tout juste, donc avec différentes dynamiques, la France va faire une levée progressive des mesures de confinement, donc un déconfinement progressif. Le Danemark, lui, a un déconfinement très rapide avec la réouverture des magasins et des centres commerciaux dès lundi et qui vont être suivis lundi prochain des collèges, des cafés, des bars et des restaurants. Donc on s'aperçoit que le déconfinement arrive très rapidement pour certains pays. Donc, c'est intéressant d'un point de vue export. Ça veut dire que les économies vont repartir très rapidement après à voir comment ça va évoluer. On avance toujours un petit peu tous dans l'inconnu, mais en tout cas, ça veut dire que les économies reprennent. La consommation va probablement reprendre aussi. Donc, vos ventes ou en tout cas vos perspectives d'export sur ces marchés-là devraient être plus porteuses dans les prochains mois, j'espère les prochaines semaines, mais je viserai plutôt les prochains mois. Une news aussi un petit peu intéressante sur l'Australie avec une subvention pour les PME exportatrices. On a trouvé ça. En fait, on essaye de monitorer un petit peu ce qui se fait au niveau international des aides pour les PME, tout simplement parce que ça va vous donner un petit peu l'état de votre concurrence. Et l'état de votre concurrence à la fois quand vous allez aller sur leur marché domestique, mais aussi sur des marchés internationaux. L'Australie est notamment très présent en Afrique du Sud, l'Asie du Sud-Est. Donc, c'est des compétiteurs que vous pouvez retrouver et savoir qu'ils ont une solidité financière parce qu'ils ont un soutien de leur État, c'est intéressant pour vous. Ou au contraire, parce qu'ils n'ont pas du tout eu de support pendant la crise et qu'ils sont en difficulté, ça peut être une opportunité pour vous aussi. Donc, c'est des subventions qui sont dédiées à l'export.
L'Australie faisant le pari qu'il va y avoir beaucoup d'opportunités pour les PME australiennes à l'export et pour les entreprises de façon générale à l'export. Ils essayent de les accélérer en fait dans leur export, donc c'est un modèle intéressant. Et enfin, les aides gouvernementales européennes pour les PME, et c'est un article qui est beaucoup autour notamment de comment en fait les différents pays européens ont géré la crise dans le culturel, donc notamment avec tout ce qui est bons d'achat, coupons en fait sur les spectacles pour permettre aux entreprises créatives et culturelles de conserver leur liquidité. Donc et ça fait cet article fait un petit peu une revue de différentes aides, donc c'est plutôt intéressant de voir. Encore une fois, ça peut vous donner un peu une idée de quel état est l'économie du pays, notamment dans l'industrie culturelle et créative, et des potentiels partenariats que vous pourriez faire avec ces entreprises. Enfin, dans les autres bonnes nouvelles de la semaine, L'Oréal et Garnier se mobilisent pour soutenir les professionnels de la santé en première ligne. Donc ça, c'est les petites bonnes nouvelles locales. Donc L'Oréal Canada, à travers Garnier, est en train de produire du gel désinfectant et qui sont en train de faire des dons à différents organismes. Donc c'est toujours bien de partager des informations où l'écosystème se mobilise. Quelque chose d'intéressant, peut-être un outil pour vous, Mastercard fournit gratuitement des outils de cybersécurité aux petites entreprises canadiennes. Donc on vous invite à aller voir, à voir quelle est la pertinence de l'outil. Je vous avoue qu'on n'a pas testé l'outil, rien du tout, c'est juste que c'est fourni gratuitement, donc ça coûte plus ou moins rien d'aller voir et d'essayer sur les outils de cybersécurité, surtout quand on va faire de plus en plus de choses en ligne dans le futur. La réouverture du secteur manufacturier, donc dès lundi, le manufacturier va reprendre. À partir du 25 mai, c'est la reprise totale du manufacturier. Donc c'est un retour attendu. Donc ça, c'est un article de MEC, donc des manufacturiers exportateurs du Québec, qui se réjouit de la réouverture du manufacturier. C'est sûr que, mis à part toutes les considérations qu'on peut avoir sur l'état de la crise et du Covid au Québec, la reprise du manufacturier, c'est une bonne nouvelle, sachant que c'est des entreprises qui étaient en train de perdre des parts de marché sur certains marchés export. Donc, à ce niveau-là, c'est une bonne nouvelle, je vous dirais. Et la reprise des chantiers de construction au Québec, un peu le même principe, ça reprend à partir de lundi dans tout le Québec. Donc ça, c'est plutôt aussi une bonne nouvelle. On voit que l'économie se reprend tout doucement. Donc ça fait un petit peu le tour des nouvelles pour cette semaine. Je deviens de mieux en mieux. Je suis exactement dans les temps. Donc c'est une Félicitations. bonne chose. Merci Jérémy. Euh, Est-ce qu'il y avait des questions sur la partie actualité? il y avait en fait deux petits points Oui. qu'on devrait mentionner. On a Jean-Sébastien Charon qui fait seulement clarifier une nouvelle qu'on a mentionnée dans la première partie, en fait, sur les mises à jour gouvernementales. Donc, le PCE est offert par la BDC, mais aussi par EDC. Donc, c'est conjointement, en fait, Ok. que la Merci pour la ressource est précision. disponible. Également, on a Michel Plouffe qui pose la question. La semaine dernière, on a parlé de changements au niveau du programme CanExport. Est-ce qu'on a des nouvelles à ce sujet cette semaine? Ce qu'on a annoncé la semaine dernière était officiel, donc ça n'a pas changé l'annonce. Après, la parution des changements sont peut-être pas effectifs sur le site, mais ça faudrait qu'on discute avec nos amis de CanExport. Mais je vous dirais que le plus simple, en fait, c'est que vous rentriez en contact avec la personne qui gère votre dossier ou la personne qui a rempli votre dossier pour vous, en l'occurrence les ORPEX. Si jamais vous n'êtes pas rentré en contact avec un ORPEX, vous pouvez rentrer directement en contact avec votre conseiller du CanExport, tout simplement. Parfait. Puis, on a Patrick qui est arrivé, qui vient tout juste d'arriver, qui s'excuse en fait d'être pas arrivé à l'heure au webinaire. Il a vu qu'on parlait un peu du monde de l'événementiel, du culturel. Donc, est-ce que vous savez ce qui va se passer dans le monde de l'événementiel? C'est sa question. Donc, je sais pas si on peut faire Ouais, un petit topo. je n'ai
pas de boule de cristal, donc j'en ai aucune idée pour être très transparent. C'est sûr que c'est une industrie durement touchée. Les aides fédérales vont aider à, à soutenir certaines entreprises, mais ça va être difficile, surtout avec l'annulation de tous les festivals à Montréal cet été. Donc, j'ai pas de, enfin, je m'avancerai beaucoup trop et je suis pas expert. C'est une industrie qu'on connaît bien, mais je suis pas assez expert là-dessus pour faire des prévisions économiques. Parfait. Donc, ça fait le tour de la première section. Donc, on va basculer vers notre panel d'entrepreneurs. Donc, je vais inviter nos deux panélistes à être présents. On semble avoir un petit problème avec Benoît Martin de chez Vermac, qui semble avoir quitté le chat. Mais en attendant qu'on le retrouve, je vais vous laisser débuter. Ouais, pas de problème. Eh ben, écoute, merci Kim d'être là. Et puis Benoît est en train de se reconnecter, donc ça c'est la bonne nouvelle du moment. Euh, ben, c'est ça. Comme je disais, un format un peu différent des semaines précédentes. On va faire un panel avec Kim et Benoît sur faire des affaires aux États-Unis. On a retrouvé Benoît, magnifique. Je suis désolé, j'ai un petit problème de connexion Internet qui a lâché tout à coup. Eh ben, écoute, c'est pas grave, on est pile dans les temps. Donc, si jamais ça coupe, on continuera avec Kim. C'est l'avantage d'être trois sur un panel, c'est on peut en avoir un ou deux qui sont plus là. Il y aura toujours un survivant. Ben, écoute, vu qu'on t'a retrouvé, Benoît, moi, ce que je vous propose, c'est vous présenter chacun votre tour. On peut commencer par toi, Benoît, ce que vous faites, quels sont vos marchés d'export, et puis rapidement, comment la crise vous a impacté, et puis on enchaînera les différents sujets. Juste avant que tu commences, Benoît, juste pour rappeler à tout le monde que n'hésitez pas à poser vos questions dans le Q&A, dans le chat, idéalement dans le Q&A quand même, ça va être plus facile pour nous à gérer, et on va essayer de les poser au fur et à mesure. Donc, si j'ai l'air un peu distrait de temps en temps, c'est simplement que je check les différentes questions pour voir si on peut les intégrer dans la conversation. On fera une période aussi de questions à la fin rapidement, mais on va essayer de prendre le plus de questions au fur et à mesure de la discussion. Je t'en prie, Benoît. Merci Thibault. Donc, bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Benoît Martin, évidemment. Je travaille pour la compagnie, c'est une compagnie québécoise qui s'appelle Signalisation Vermac. C'est une entreprise familiale de troisième génération. On est manufacturier de systèmes mobiles et autonomes en énergie. Donc, c'est principalement pour de la signalisation vous voyez avec les images présentement avec le COVID, nos unités sont bien requises pour communiquer avec la population, mais plus traditionnellement, ce qu'on fait, vous les retrouvez lors des travaux routiers, également sur des plateformes de tours de surveillance avec des caméras. Donc, des produits qui sont 100% faits au Québec et qui sont autonomes en énergie, donc utilisent l'énergie solaire et les batteries pour fonctionner. Donc, aucun gaz à effet de serre. C'est vraiment quelque chose qui est pertinent, qui est intéressant pour nous. On est environ 250 personnes sur 2 usines. Merci Benoît. Et peut-être rapidement tes marchés export, en fait, où vous exportez vos produits, quels sont vos marchés cibles, des choses comme ça, juste. Bien sûr. Donc, on exporte partout en Amérique du Nord. Le marché principal en termes de volume, c'est les États-Unis. Évidemment, le Canada, un peu partout au Canada. On exporte également en Australie, sur l'Europe avec l'Angleterre, avec la Nouvelle-Zélande également, qui est pas en Angleterre, l'Irlande. Donc, plusieurs de ces marchés-là, principalement, traditionnellement, au niveau de la sécurité routière. Donc, chaque fois qu'il y a des travaux, toute une panoplie de technologies et de plus en plus sur des produits de sécurité également, donc utilisant le même concept d'autonomie, superviser des sites, donner de la protection dans des endroits qui sont trop reculés de par leur autonomie. Donc, on a et c'est comme ça qu'on a travaillé avec Accélère. C'est un nouveau marché pour nous, c'est le marché de l'Afrique du Sud. Mais présentement, avec la COVID, c'est un peu plus difficile. Mais en termes de volume, c'est principalement l'Amérique du Nord. Parfait, merci beaucoup Benoît. Et ben, je propose Kim que tu fasses un peu la même chose avec lithologie. Présente-nous un petit peu ce que vous faites et puis quels sont vos marchés principaux. Génial.
Donc, moi, c'est Kim Delan. Je suis cofondatrice de la compagnie Lithologie. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on extrait de la pierre au Québec pour pouvoir les intégrer dans des objets ou des projets qu'on développe. Donc, notre premier produit, c'est des pierres à whisky. Donc, c'est des glaçons en pierre naturelle qu'on va utiliser pour éviter de diluer tout ce qui est whisky, scotch, bourbon et spiritueux ambré. Principalement, notre marché actuellement, c'était vraiment le Canada. Puis, on a fait justement exactement le projet avec Accélère pour mieux structurer notre expansion aux États-Unis. Donc, on était comme en processus. En fait, il y a déjà plusieurs boutiques en ligne aux États-Unis qui vendaient nos produits. Puis là, on est en train d'essayer de développer d'autres points de vente autant physiques qu'en ligne. Dans certaines régions là, vraiment spécifiques. Donc, mais avec le COVID, on va revoir notre stratégie. Pas de problème, oui, c'est sûr que ça amène à beaucoup réfléchir. Merci à tous les deux. Peut-être on peut aborder une première thématique qui est, Vermaak, vous avez été décrété très rapidement industrie essentielle et de ton côté, Kim, vous n'êtes pas du tout essentiel. Ça dépend. Malheureusement. Est-ce que ça a changé quelque chose dans... Oui, ça dépend encore. C'est sûr qu'on peut argumenter que le confinement fait que ça peut devenir essentiel. Mais disons, qu'est-ce que ça a changé dans votre journée quotidienne et dans votre développement des affaires? Comment ça a changé la dynamique un petit peu ou pas du tout, d'ailleurs, changer la dynamique de vos entreprises? Peut-être, Kim, tu peux commencer avec le non-essentiel. Comment ça a impacté votre... C'est certain que à la base, quand les entreprises essentielles ont été comme nommées, après ça, il y avait beaucoup d'informations sur les entreprises qui étaient en ligne, qui pouvaient continuer à fonctionner. Puis nous, dans le fond, c'est un des canaux avec lesquels on travaille. Donc, on était heureusement très contents que ça fonctionne. C'est certain que c'est pas à plein régime, on va pas se le cacher. On a quand même une bonne présence sur le terrain. On avait aussi des bons contacts avec des entreprises pour des cadeaux personnalisés qu'on fait. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est reviré complètement en ligne, puis on en a profité aussi du temps qu'on avait pour revoir le site web qu'on lance justement cet après-midi. Donc, c'est ça, on profite du temps qu'on n'a jamais, en fait, pour développer des choses, pour remettre à jour certaines structures à l'interne, des processus plus efficaces, de revoir nos stratégies aussi, parce que, si on ne peut pas aller sur place, il faut revoir comment on va parler à nos clients, comment on va faire pour les contacter. Puis, aux États-Unis, tout ce qui est en ligne, c'est hyper fort. Donc, notre but, c'était vraiment d'essayer de pouvoir en profiter. C'est sûr que c'est beaucoup plus tricky que d'aller sur place parce qu'il faut trouver les gens, il faut bien se positionner, il faut les connaître. Voilà. On aura le temps d'y revenir sur la partie mode de distribution et puis comment vous faites vos ventes ou votre développement d'affaires actuellement. Benoît, si tu nous parlais du fait que vous êtes basculé industrie essentielle assez rapidement au début de la crise, comment ça a changé votre dynamique, vous, au niveau de Vermaak? Je dirais que nous, on a eu la chance effectivement d'être identifiés rapidement comme entreprise. Service d'urgence en soi, étant donné tout l'aspect communication avec la population, la capacité de déployer des choses. On a vu des cliniques de tests qui sont déployées un peu partout aux États-Unis ou au Canada. Dans bien des cas, on a besoin de diriger la population sur des informations qui changeaient à peu près tous les jours. Donc, disons que ce que ça a fait, c'est que ça nous a donné l'opportunité de rapidement avoir des produits sur place et de le faire. Ça a changé un peu le mix de produits ou le type de technologie qu'on déploie typiquement. De plus en plus, c'est du IoT, c'est des systèmes qui sont intelligents, qui vont être déployés pour de grands travaux. Ce genre de choses-là ont pris véritablement en fait, un recul et c'est plus les outils traditionnels, ce qu'on appelle des panneaux de messages variables, qui ont principalement fait le gros de la demande. Des fois dans la vie, les choses font... La vie fait bien les choses. On avait largement augmenté les stocks de plusieurs des composantes et de plusieurs des produits durant le temps des fêtes et le début de l'année, en prévision du beau temps et du retour des chantiers routiers. Évidemment, personne ne prévoyait la COVID, mais à cause de ça, on est en mesure de répondre rapidement à la demande. Et
aussi parce qu'on est intégré verticalement. Une grande majorité des composantes sont faites à l'interne. Donc, pendant les premières semaines, je dirais, de gel un peu, des échanges économiques un peu partout, on était beaucoup moins affectés que certaines autres entreprises, je pense, pour ça. Fait qu'on était en mesure de produire des produits plus pointus, mais en plus grande quantité, avec les stocks qui étaient déjà faits et ce qu'on avait également en équipement pour le faire. Donc, somme toute, ça a été complexe, mais on s'en tire vraiment très bien. Parfait. Et au niveau donc de l'approvisionnement, tu dis que vous aviez déjà fait des stocks, du coup vous avez pu gérer un petit peu ça, mais vous avez eu des problématiques d'approvisionnement ou ce qu'on sait, enfin, peut-être dis-nous d'abord où vous vous approvisionnez, puis après si vous avez eu des problématiques. Donc, d'une façon générale, la plupart de l'approvisionnement, ce qu'on fait, donc comme on manufacture, on fait tout, on transforme l'acier, on fait la peinture, on fait l'électronique de nos composants. Donc ça, ce sont tous des produits québécois. Les difficultés qu'on a eues dans certains cas, c'est que certaines petites entreprises qui nous supportent, eux autres étaient fermés, donc on n'était pas capable d'avoir des choses qui, typiquement, ne sont jamais en termes de proximité, qui ne sont jamais une difficulté. Donc, on a dû faire certains réajustements, mais ce n'était pas majeur. Les premières semaines, c'était difficile de recevoir des choses de la Chine. Il y a eu comme un délai d'environ 3 semaines dans lequel on n'avait plus vraiment de réponse à savoir si on était capable d'avoir des stocks, particulièrement sur les panneaux solaires et les batteries qui sont faites en Chine. À peu près tout le reste est fait au Canada. Mais donc, de ce côté-là, c'est un petit peu difficile, mais de par la structure d'organisation et le fait qu'on a une longue expérience d'exportation, on a une entreprise de Québec qui s'appelle GK Technologies qui a en fait une antenne en Chine et qui nous aide à dealer directement sur place avec les gens. Donc, assez rapidement, on est en mesure de régler ça et les incertitudes qu'il y avait qui pouvaient continuer d'exporter des choses vers le Canada et ça s'est réglé. Ouais, donc le fait d'avoir déjà une représentation locale en Chine vous a aidé aussi à mieux gérer aussi les relations avec vos distributeurs, enfin avec vos fournisseurs plus exactement, et puis de vous assurer que tout partait bien comme il faut dans des conteneurs remplis. Voilà. Et toi, Kim, de ton côté, je sais que l'approvisionnement, vous avez un cycle beaucoup plus court, mais comment ça a impacté peut-être votre approvisionnement, votre chaîne logistique, disons? Oui, ben nous, en fait, à la base, quand on a développé l'entreprise, on voulait vraiment être en circuit court. Donc, on fait vraiment de l'extraction, de la découpe, le développement, la fabrication, tout ce qui touche à la pierre, c'est vraiment nous là, qui est vraiment de A à Z, même la recherche et développement. Puis c'est des pierres qu'on a accès, on a acheté des claims sur le terrain, donc on est vraiment comme très, très, très proche de la matière. C'était ça, c'était aussi une décision d'entreprise là, dès le départ pour avoir peut-être un meilleur contrôle, mais aussi comme se différencier sur le marché. Après ça, ce qu'on intègre dans le produit, ben, c'est un plateau en bois. On a des on a comme gardé, on a vraiment des bonnes connexions avec les producteurs et c'est que des producteurs locaux qu'on a. Donc, et ils ont été... ils se sont tournés vers les stations sanitaires, donc l'industrie a continué de fonctionner, donc on a été en mesure là, de s'approvisionner si on a eu besoin, mais on a stocké beaucoup parce qu'on a une méga saisonnalité par rapport au temps des fêtes, donc on avait déjà été en mesure là, de stocker pas mal de choses. Pardon. Puis au niveau de l'emballage, c'est un peu la même chose. Le but, c'était... En fait, c'est qu'on est toujours obligé d'acheter des grandes quantités par rapport à ce qu'on vend, disons, par jour. Donc, on a fait des achats à l'avance, comme on le fait d'habitude, pour justement, parce qu'on est habitué de vivre des grandes saisonnalités puis de ne plus avoir assez de matière là, de produits. Donc, ça, je te dirais que c'est plutôt quelque chose que ça nous a plus ou moins affectés. Puis les industries avec lesquelles on a fonctionné se sont rapidement tournées de côté en disant, nous, on va servir les compagnies essentielles, donc on va rouler comme si il n'y avait pas de COVID, là, ou presque. Donc, je pense qu'on a été chanceux ou j'imagine qu'on s'entoure de gens qui sont assez flexibles ou très agiles dans le sens où
ben c'est ça, on n'a pas le choix. Puis ces entreprises-là ne voulaient pas perdre des employés, ne voulaient pas perdre une part de marché, donc ils se sont revirés de bord assez rapidement. Mais j'avoue que d'être en circuit court, puis de fabriquer localement et d'avoir une proximité à la matière, c'était un excellent choix finalement d'entreprise. On ne le regrette pas du tout. Ça réduit vos risques, effectivement. Et Ouais. qu'en est-il du côté plutôt distribution, si on focus un peu plus sur les États-Unis, comment ça s'est passé à votre niveau là, Kim? Est-ce que les ventes ont diminué aux États-Unis? Est-ce que vous avez changé vos modes de distribution? Puis comment ça se passe avec les douanes américaines aussi? Puis après, je te poserai la question, Benoît. Oui. Ben, dans le fond, on était un peu en mode attente des événements qui s'en venaient parce qu'on est vraiment comme en processus là, de. Tu sais, je suis allée début février à New York, il y a déjà des gens qui portaient des masques et tout. Quand j'étais allée en mission de prospection pour un autre événement qui se passerait en août, puis un autre événement aussi au Texas en juin. Bon, là, ça, c'est complètement annulé. Le but, c'était de miser sur ces événements-là. En fait, le but, c'était d'aller dans les événements, de closer des ventes, de revenir, puis d'avoir un meilleur retour sur investissement, disons, là, parce que ces gens-là, on les connaît pas, puis les événements, ils attirent des gens qui étaient comme pas mal nos clients qu'on avait ciblés. Donc, ben, en fait, on a eu des commandes de boutiques en ligne qu'on a déjà eues pendant le temps des fêtes, qui étaient dans les premières points de vente en ligne. Tout ce qui est point de vente sur place, on oublie ça, là. Tout ça, ça a été annulé. Bien, annulé, il n'y en a pas, là, dans le sens où jusqu'à temps que les boutiques rouvrent, on n'en aura pas, à moins que les gens passent en ligne, mais j'avoue que dans notre série de partenaires, j'avoue que c'est pas mal eux qui ont réagi le plus lentement, si je peux dire. Les points de vente physiques ont eu beaucoup de difficultés à passer en ligne. Ils ont beaucoup de SKU de produits. C'est pas nécessairement des gens qui étaient passés en ligne à la base. Donc, on sent qu'il y a quand même une faiblesse au niveau de ça. Ici, au Canada, c'est un peu différent. Là. Il y en a plusieurs qui ont passé en ligne, mais ça ne répond pas aux mêmes demandes, par exemple, qu'on aurait en magasin physique avec la présence des gens. Il n'y a pas autant de commandes, ça, c'est certain. Puis au niveau des douanes, normalement, on faisait affaire avec des agents, mais là, avec les petites commandes, ça vaut comme pas la peine, en fait, là. Donc, c'est assez simple, mais c'est ça. Dans notre cas, c'est des petits paquets, puis c'est livré soit à des clients B2B ou des B2C, mais des petites commandes. Donc, voilà, c'est pas... Ouais, pas trop de problématiques avec la douane. non. De toute façon, c'est ce qu'on constate, et puis c'est bien aussi de l'entendre de votre bouche là, mais c'est sûr que la douane américaine, comme on le disait depuis le début, continue de fonctionner, les marchandises continuent de transiter, et qu'on constate pas vraiment, peut-être un ralentissement du traitement du transit, mais pas forcément de problématiques spécifiques. Benoît, tu as peut-être nous parler un peu de qu'est-ce qui s'est passé pour vous sur le marché américain, et puis comment vous fonctionnez sur le marché américain aussi, puis un petit peu la douane rapidement aussi. Oui, bien sûr. En fait, contrairement à Kim, nous, ce qu'on envoie, ce ne sont pas de petites composantes. Il n'y a à peu près pas de petites composantes, sauf parfois des pièces de réparation. Donc, ça se promène en semi-remorque. C'est volumineux et c'est dispendieux lorsque c'est arrêté aux douanes ou c'est arrêté ou quoi que ce soit. Donc, de ce côté-là, encore là, c'est de bien s'entourer. Ce n'est pas des nouvelles choses qu'on a mis en place, mais c'est des choses qui étaient déjà là, qui, je pense qu'on ne se rendait peut-être pas compte jusqu'à quel point c'était pertinent et ça faisait la différence. Mais on a une entreprise, un courtier de douane et également un courtier en transport. Donc, je dirais les roadblocks et les difficultés, ce sont eux qui les ont vus et c'est devenu relativement transparent pour nous. Donc, d'une façon générale, on est en mesure de continuer d'approvisionner sans délai marqué aux différents États. Et on le sait, les États-Unis, le maudit États-Unis, mais sont assez particuliers dans chaque État, chaque chose et chaque ouverture ou pas ouverture. Donc, cette logistique-là, ce casse-tête-là, c'est véritablement plus notre courtier en douane qui le gérait, les gens de transport. Donc, on n'a pas eu véritablement d'impact significatif au niveau du transport. On a une deuxième usine qui est à Houston, au Texas. Jusqu'à récemment, le Texas, c'est comme s'il n'y avait pas de COVID. Donc, pour eux autres,
à part porter un masque, la vie était belle puis il ne se passait pas grand-chose. Ils commencent à ça les rattrape un peu. Mais au niveau de l'usine, pour nous, il n'y a pas de difficulté. Ça nous permet d'approvisionner facilement la côte ouest américaine. Donc, ça fonctionne bien. Les mesures sont plus, les contrôles sont à l'interne chez nous, mais au niveau transport, logistique, je dirais que ça s'est très bien passé. Encore là, les Américains ont certains États n'ont absolument pas arrêté les contrôles, le transport routier. Même dans certains cas, ils l'ont accéléré. Il y avait moins de monde sur la route. Donc, ils essaient le temps de faire des travaux, faire du pavage, etc. Donc, ça a créé une demande qu'on n'avait pas nécessairement anticipée qui permettait de les approvisionner. Donc, OK. Je vais prendre une première question de l'audience, en fait, qui demande un petit peu si les délais restent les mêmes à la douane, en fait, selon vous. Est-ce que ça a changé quelque chose ou est-ce que… moi, je dirais que ce n'est pas significatif dans mon cas. OK. Non. Kim, pareil. Bon, bah, c'est Ouais. ça, c'est que les délais restent à peu près les mêmes. Donc, comme tu disais, Benoît, vous avez une croissance un petit peu des demandes puisque du fait du confinement, il y a beaucoup plus de travaux d'infrastructures qui ont débuté. Ça a créé une plus grosse demande sur ce marché ou c'était des… Est-ce que le marché de l'infrastructure, si on parle un peu plus général, le marché de l'infrastructure a augmenté un petit peu aux États-Unis selon toi ou en tout cas de votre point de vue ou… Je ne dirais pas que ça a augmenté seulement, mais c'est vraiment ce qui est core, ce qu'on fait en soi. Ça a accéléré un certain nombre de commandes qu'on s'attendait qu'ils se fassent pendant l'année fiscale 2020. Comme je disais, le fait qu'on avait plus de stock, on a essentiellement écoulé des choses qu'on aurait pensé, des commandes de mai, juin, juillet qu'on a passées en février, mars, avril. Donc, on s'attend à avoir une demande qui va continuer de soutenue. Dans bien des cas, typiquement, les gouvernements tendent à accélérer les infrastructures lorsque les entreprises commerciales sont un peu en difficulté. Donc, c'est un marché qui était là, mais un marché qui est un peu périphérique, je dirais, c'est véritablement la communication avec la population, les panneaux de messages, mais qui ne leur disent pas qu'il y a des travaux sur un échangeur, mais plutôt qui dirigent les gens vers des centres, des services, etc. C'est quelque chose qui est je dirais, une demande additionnelle là, qui n'est pas traditionnellement ce qu'on fait. OK. Donc oui, un léger pivot en fait de l'utilisation de vos produits vers des choses plus sécuritaires ou en tout cas à utilisation communicative. Et toi, Kim, de ton côté, tu parlais un petit peu des boutiques sur place qui avaient eu du mal à se mettre en ligne, qui avaient eu du mal à vendre en ligne. Est-ce que vous avez du coup fait un pivot pour aller chercher des plus gros distributeurs en ligne? Comment vous avez changé votre stratégie un petit peu, puisque tu disais que tu allais sur les salons en fait pour faire les ventes? Oui, bien, à la base, ouais. En fait, comme je disais tantôt, il y a bien des choses, vu que c'est une toute petite des nouvelles entreprises, il y a bien des choses qu'on n'a jamais le temps de faire qui étaient très importantes, dont un nouveau site web de feu et très bien positionné sur le web pour nous permettre de faire du marketing puis d'être vraiment plus présent. Fait que dès que ça a été enclenché, on s'est lancé là-dedans directement en se disant, nous, au moins, on va être présents, puis on voudrait se rendre aux clients. Donc ça, c'était comme le premier pas. Et le but, c'est que ça nous donne un peu d'informations justement sur les États où est-ce que ça intéresse le plus des gens. Fait que limite, l'utiliser un peu comme des ventes, pas tests, mais comment je pourrais dire ça? Tests. Mais c'est pas des ventes tests parce que c'est des vrais produits puis c'est des produits finaux, mais de tester, voir s'il n'y a pas des marchés qu'on n'aurait pas pensé, des zones des États-Unis qui seraient plus intéressées que d'autres, des profils clients aussi qu'on n'aurait pas pensé ou qui étaient dans notre liste de personas. Après ça, c'est certain que les événements n'auront pas lieu. Ça, on a pris pour acquis. Donc, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a dit on va prendre la chance de faire le site web. Puis en fait, en fouillant dans les ressources, on s'est rendu compte qu'on avait quelqu'un sur place au Texas qui pourrait nous aider là, justement à développer peut-être plus de points de vente ou de liens avec des boutiques. Sauf que pour l'instant, ça ne sert à rien là, d'aller les solliciter parce que, bon, ils sont soit fermés ou ils veulent juste pas en entendre parler parce qu'ils sont criblés de dettes. Donc, en fait, ce qu'on a dit, c'est on va revoir nos bases de données, on va mettre à jour nos bases de données qu'on a déjà de boutiques prospects, de gens qu'on veut contacter. On va s'assurer de bien classer
notre information, de bien la contenir et de revoir notre processus avec nos clients, dans le sens où, au lieu d'aller à l'événement en premier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de les cibler en ligne, de les contacter, d'essayer de voir qu'est-ce qu'ils ont besoin, voir s'il n'y a pas moyen, justement, de leur vendre nos produits pour qu'après ça, éventuellement, au retour de ces types d'événements-là, on puisse aller sur place, les rencontrer, puis faire en sorte qu'on tisse un lien de confiance sur place, après coup, dans le fond. Fait qu'au lieu de faire l'événement en premier, de leur vendre sur place, bon, fait que dans le fond, notre but, c'était comme, c'est ça, de revoir le processus. Puis sinon, ben c'est sûr que nous, on a un gros problème de saisonnalité à la base, puis on le sait déjà. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est mis en mode recherche et développement. On avait déjà plein de projets qui étaient sur la table à dessin, qu'on a juste, tu sais, qu'on fait avancer, mais pas assez rapidement dans l'entreprise, normalement, disons, là. Donc, on s'est dit, ben go, on va développer des nouveaux produits. Puis c'est, en fait, quand je suis allée à New York en février, c'est pas mal ce qu'ils nous ont dit. En fait, c'est votre gamme de produits, elle n'existe pas. Donc, nous, en tant que magasin, on voudrait pouvoir acheter une gamme. Fait que c'est un peu dans cet esprit-là, mais aussi en essayant de voir s'il n'y a pas des produits essentiels ou des sous-produits qu'on pourrait faire, vu qu'on a vraiment un accès à la matière de base, là, je dirais. Fait que c'est ça. Fait qu'on travaille genre sur des plateaux de cuisson barbecue, qu'on est en train de faire des tests avec d'autres types de pierres de d'autres régions. On essaie de voir si on serait pas en mesure aussi de faire de l'argile qui pourrait servir à de la poterie ou à des masques, tout ce qui est cosmétique, c'est vraiment quelque chose qui est complètement différent de ce qu'on fait, mais à la base, c'est de l'argile, puis de l'argile, c'est de la pierre avec une certaine composante d'eau. Bref, c'est ça, on a développé plein de choses, mais ouais, il a fallu qu'on revoie finalement notre stratégie. Là. Donc, ce que j'entends, ouais, c'est beaucoup d'innovation pour aller étendre votre gamme et puis proposer plus de choses et tirer un peu votre marché aussi de vos marchés cibles habituels. Est-ce que du coup, le développement des affaires, j'entends, c'est plus difficile. C'est quoi ta perspective sur le développement des affaires qui était très orienté foire physique? Est-ce que vous avez pensé aux foires commerciales, voire foires virtuelles par exemple, qui vont être développées probablement? On sait que ça existait déjà avant la crise, mais c'était pas très populaire et ça marchait pas très bien. Est-ce que Ben, les Américains sont très indépendants et ils sont très protectionnistes. Et ça, sur ce genre de foire-là, j'avoue que c'est un peu difficile de rentrer. Donc, pour les États-Unis, c'est un peu compliqué. OK. On était déjà en train de développer en fait des partenariats avec des grosses entreprises qui distribuent en ligne, qui ont par exemple des applications avec comme beaucoup d'utilisateurs actifs, là, disons, et qui eux magasinent beaucoup. Fait qu'on est en négociation avec ces gens-là. Après ça, c'est certain que ben il faut qu'on fasse de la recherche pour mieux connaître le marché parce que ben, quand tu y vas sur place, tu as plein de insights que tu n'as pas si tu y vas pas nécessairement sur place. Moi, d'habitude, ce que je fais, c'est que je vais dans les épiceries, je prends des photos des nouveaux produits, j'essaie de voir qui les fabrique. On fait vraiment de la recherche là, approfondie sur le terrain, puis on essaie de prendre les commentaires des gens pour essayer vraiment de comprendre. Mais c'est ça. Le marché américain, moi, c'est mon impression. J'ai suivi beaucoup de webinaires qui disaient que non, les Américains allaient être pas autant conservateurs, mais je me garde une petite gêne par rapport à ça parce que vu comment ça se passe, j'ai vraiment l'impression que le local aussi va être mis de l'avant. Donc là, il va encore falloir qu'on adapte en fait le message marketing en disant, ben bon, c'est des pierres de l'Amérique, parce que ça reste un continent, on s'entend, là. Si c'est le Québec versus les États-Unis, c'est nous qui a décidé qu'il y avait une ligne entre les deux, mais c'est imaginaire cette ligne-là. C'est pas une chaîne de montagne ou bon, bref.
Mais ouais, c'est un peu difficile. Puis le développement des affaires, effectivement, c'est pas évident, mais comme je te dis, c'est ça, il y a plein de choses qu'on n'a jamais le temps de faire. Puis dans l'année, de toute façon, il y a des grandes périodes, il y a des grands creux à la base dans ce qu'on fait parce qu'on est comme axé cadeau, parce qu'on est axé, genre, produit un peu plus euh, avec Noël. Donc, c'est pas si grave que ça. On s'amuse bien, on a essayé de retrouver l'essence de ce qu'on aimait faire, puis là, ben, on trouve des choses qui nous passionnent vraiment beaucoup, dont un autre projet qui peut-être va voir le jour. On voudrait faire visiter le Québec sous un angle géologique. Donc, on est en train d'essayer de monter des espèces de tours guidés avec mon associé là, qui est étudiant en géologie, puis potentiellement des gens en tourisme pour essayer de redynamiser, mais on s'amuse bien, là. C'est pas si grave. Plein de beaux projets pour vous, du coup. Ouais, c'est ça. Et toi, de ton côté, Benoît, au niveau de développement des affaires, on en a un peu parlé avant, là, mais comment ça se passe? C'est quoi tes perspectives un petit peu sur le marché américain et puis à l'international de façon générale, même au Canada d'ailleurs? Ben, je dis qu'en termes de développement, c'est un développement pur, là, c'est vraiment problématique, puis c'est pas unique à nous. Là. Je pense qu'on fait affaire beaucoup dans des foires commerciales. C'est du relationnel beaucoup dans ce qu'on fait. Les gens doivent truster le produit parce qu'ils s'en servent, puis dans bien des cas, c'est faire le choix de notre produit plutôt que celui d'un autre. C'est ce qui fait qu'ils vont être rentables ou pas, ou qu'ils vont s'exposer à des pénalités si le produit ne performe pas, puis selon le type de contrat qu'ils ont. Donc, le côté relationnel, c'est extrêmement difficile. On a des représentants qui sont sur place aux États-Unis, puis même à l'intérieur des États, ils ne peuvent pas se promener, ils ne peuvent pas aller voir les gens. Donc, c'est un peu difficile de ce côté-là. On a la chance d'avoir une clientèle établie qui tout de même nous connaît et nous retrouve pour ce qu'ils ont. Mais pour tout ce qui est nouveau produit, c'est définitivement nouveau marché. C'est en ce moment très dur, très difficile, très axé. Comparativement à Kim, on est très peu de présence web et c'est plus un site informatif qu'on a. Il n'y a pas de transactionnel du tout dessus. C'est quelque chose qu'on se questionne. Est-ce qu'on va devoir commencer à investir de l'énergie là-dedans? C'est peut-être traditionnellement pas l'approche qu'on avait besoin de faire. Mais peut-être un petit commentaire sur ce que Kim dit. C'est vrai que les Américains sont protectionnistes, mais avec tout ce qui se passe dans bien des produits, autant je pense les tiens, Kim, que les nôtres, tout se fait en Chine. Tout le monde veut acheter des produits chinois parce que c'était pas cher. Il y a un petit peu moins d'amour entre les Américains et les Chinois, je pense, de plus en plus. Donc, le fait d'être nord-américain dans ce qu'on fait, il y a une preuve de solidité, une preuve de qualité, mais il y a aussi une proximité, là, mis à part qui est en avant. Il y a quand même beaucoup d'Américains qui ont des liens très serrés avec les Canadiens. Donc, je pense que, ultimement, c'est quelque chose qui va quand même nous avantager par rapport à l'importation qui viendrait des pays asiatiques. Je pense qu'il y a encore moins de tirer notre épingle du jeu de ce côté-là. Et Benoît, pour avoir ton avis sur les foires commerciales virtuelles, tu disais que vous faisiez beaucoup de foires commerciales physiques pour justement nouer les liens. C'est quoi ton sentiment par rapport aux foires virtuelles là? Je te dirais que dans le passé, j'y crois à peu près pas. Je pense que c'est des illustres inconnus qui essaient de se faire connaître, mais je ne suis pas sûr que ça intéresse grand monde, malheureusement. Forcément, avec ce qui se passe, on ne peut pas dire que le passé est garant de l'avenir. Ça sera peut-être un incontournable parce qu'on n'aura pas le choix. Mais je me questionne dans une certaine mesure d'une foire commerciale, c'est quoi la différence par rapport à aller avec des moteurs de recherche puis trouver des sites puis aller regarder par nous-mêmes. Pourquoi je passerais une journée à regarder un écran puis d'entendre des présentations des gens? Je ne sais pas jusqu'à quel point. C'est tellement pas développé. En fait, c'est ça l'affaire, c'est que c'est tellement pas développé, il n'y a pas beaucoup de choix. Tu sais, aujourd'hui, là, sur mon ordinateur, j'ai la suite vidéo que j'appelle. D'habitude, moi, j'ai la suite Adobe, j'ai Photoshop, Illustrator, PDF, mais j'ai la suite vidéo avec Skype, Zoom et toutes les autres là, qui existent. Mais eux, il n'y a pas de choix, il n'y a personne qui faisait ça. Fait que de se retourner rapidement, il n'y a pas tant d'options, puis l'expérience client, là, je vais revenir avec mon background de designer, l'expérience client, il n'est pas optimal encore, puis j'ai pas vu, en tout cas, du moins, il y en existe peut-être, mais il y a très peu d'environnements qu'on a réussi à créer en ligne qui aident, justement, comme tu disais, Benoît, à recréer ce contact-là humain. Parce qu'en fait, on n'est pas des machines, puis cette espèce d'image-là qu'on a en 2D, elle ne remplacera jamais le 3D, puis les gens, puis
c'est ça. Il y a beaucoup de Non. travail à faire à ce niveau-là. Moi, je pense que ça va être un métier d'avenir ou des zones où est-ce qu'il va être super intéressant à travailler parce que je pense que ça va être nécessaire, pas juste en termes de COVID, mais je pense que ça peut vraiment être pertinent. Puis c'est quelque chose peut-être qu'on ne s'était jamais attardé, mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire pour que ça soit intéressant pour tout le monde. Ouais, c'est sûr, je suis assez d'accord avec vous deux. Il y a encore un peu de travail à faire sur l'effort virtuel, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a tellement de gens qui se mettent sur le sujet que j'ai bon espoir que ça débouche sur quelque chose d'à peu près viable, ce qui remplacera jamais la vraie foi, on s'entend. Non, mais en même temps, en tant qu'entreprise, ça fait sauver des coûts. Oui, c'est sûr qu'il y a des avantages là-dessus. Très environnementaux. Tu sais, aller au Texas, une équipe, là, puis se déplacer avec du matériel, il y a un coût environnemental, puis il y a un coût pour l'entreprise. Oui, tout à fait. Si on peut trouver des alternatives comme ça, moi, je pense que c'est à long terme, je pense que ça peut être beaucoup plus durable. C'est sûr que dans les relations humaines, c'est peut-être moins durable parce qu'on n'a peut-être pas rencontré ces gens-là, mais il va falloir c'est ça, il va falloir qu'il y ait ce genre de solution-là, puis je pense que ça peut être pertinent. Je pense qu'il y a un élément de confiance avec la technologie, si je peux rajouter sur ce que Kim me dit aussi, par rapport à peu importe la plateforme qu'on prend. Déjà en ce moment, on fait le webinaire, mais c'est enregistré. Donc, tout ce que je dis est enregistré, quelqu'un d'autre peut le prendre hors contexte. Il y a beaucoup de social, il y a beaucoup d'informels qui se disent dans des salons où ce que les gens ne le diraient pas publiquement, mais ils vont être en mesure de partager de l'information ou d'expliquer qu'est-ce qui nous différencie puis pourquoi il aime mieux nos produits que celui d'un autre. Il ne ferait pas ça dans un environnement où il dit « je ne sais pas qui est en train d'écouter puis qui va enregistrer ça ». Donc, je pense qu'il y a un élément d'adaptation, je pense, un peu pour tout le monde, à savoir ce qu'on peut en retirer de ce relationnel-là en virtuel plutôt qu'en personne. Je suis assez d'accord. Tous les moments off d'un salon ou d'une foire commerciale, c'est ce qui est le plus pertinent, en fait. Écoutez, on arrive bientôt à la fin. Moi, ce que je vous propose, c'est un petit mot chacun sur vos perspectives de relance et puis un petit peu la suite de chacune de vos entreprises. Peut-être, Benoît, tu veux commencer En fait, moi, je dirais que évidemment, on ne sait pas si la COVID va durer encore 5 ans avec des mesures de confinement complètement débiles, mais si on semble voir des ajustements tout doucement un peu partout, mais je suis très optimiste sur la suite. Ça va nous avoir forcé à se questionner sur certaines des choses qu'on fait, qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui peut être fait à distance. Le télétravail dans un environnement manufacturier, ce n'est pas une évidence et c'est quelque chose qu'on réussit très bien. Donc, au niveau du modèle d'affaires, ça va sûrement apporter des changements, mais je dirais que compte tenu de ce qu'on voit présentement, je suis très, très optimiste pour le futur, même si ça fait une certaine pause au niveau développement de nouveaux marchés. Je pense que c'est quelque chose qui est positif. Super. Merci beaucoup, Benoît. Kim? Nous, je pense qu'on a essayé de tourner ça en positif dans le sens où on va mieux restructurer l'entreprise, mieux connaître les ressources qu'on a, de vraiment les archiver, de peut-être faire un retour sur tous les événements parce qu'à chaque fois qu'on va dans des événements, on fait des rapports d'événements. C'est long, mais il y a beaucoup d'informations qu'on essaye d'archiver finalement. Fait que d'essayer de passer à travers ça parce que je me rends compte en fait que bien qu'il y ait des moments off ou bien des gens qu'on rencontre, après avoir fait cet exercice-là, souvent dans des événements, je me rends compte qu'après, on n'en tire peut-être pas à 100% profit. Fait que déjà, de passer à travers toutes ces informations-là, de restructurer un meilleur site web, d'être beaucoup plus présent, de peut-être miser aussi sur la communication qu'on a avec les gens en ligne directement, mais aussi avec les boutiques. Donc, je pense que ça nous a vraiment permis de s'ajuster, d'être peut-être plus solide. Puis certainement, ça nous a confirmé que le circuit court, c'était un volet relativement intéressant, puis qu'il fallait vraiment qu'on mise là-dessus. Moi, j'ai l'impression que c'est pas la première crise qu'on va vivre. Je reste quand même optimiste. Je suis quand même une personne optimiste dans la vie, mais je pense que, en tout cas, pour moi, ça fait pas de sens qu'une entreprise soit pas en mesure de passer à travers quelques mois de fermeture. C'est sûr qu'on n'a pas tous les mêmes entreprises, mais je pense que il y a des entreprises, ça fait je ne sais pas combien d'années qui sont en place. Je pense que ça mérite qu'on revoie nos modèles d'affaires, puis ça mérite qu'on resolidifie
l'ensemble des PME du Québec pour s'assurer que justement, quand il y a des fluctuations comme ça, on soit capable de passer à travers. Je pense que c'est ça une vraie économie résiliente. Puis je pense que c'est ça, c'est vers quoi qu'il faut qu'on s'enligne. Donc, voilà. Ben, merci beaucoup. On parlait de foire virtuelle. On me dit à l'oreillette d'ailleurs qu'on on va avoir un séminaire le 17 juin à la Chambre sur les foires virtuelles. Donc, de juste comparer un petit peu les foires virtuelles versus les foires traditionnelles avec un consultant, Julien Roy, qui connaît très bien les foires traditionnelles et qui a beaucoup travaillé sur les foires virtuelles. Et marketing face à face, Caroline Lepage de Agora aussi. Donc, ça sera à suivre avec intérêt. C'est sûr que ça va être un outil parmi d'autres du développement d'affaires, tout du moins sur 2020. On verra après en 2021, mais j'ai mes propres doutes sur qu'il y ait n'importe quelle foire commerciale qui soit faite en 2020. Je pense que ça va attendre début 2021. Merci Kim, merci Benoît d'avoir participé à cet échange. Je pense que ça a été assez fluide, assez dynamique. Merci beaucoup. Je pense que vos points de vue sont intéressants à chacun d'entre vous. Donc, merci encore d'avoir partagé ce Café Export. Il va me rester à faire une petite conclusion rapide pour être dans les temps, ce qui est assez exceptionnel pour nos Cafés Export. Si vous nous suivez chaque semaine, vous saurez qu'on a une grande faculté à dépasser le temps imparti. Donc, pour conclure, bon, comme chaque semaine, la Chambre se mobilise, l'infolette Covid qui rassemble un petit peu toutes les informations relatives à la vie de la Chambre de commerce et qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte. Toutes les ressources qui sont disponibles sur notre site web. On a beaucoup de projets qui vont être mis en place au moment de la reprise, puis ensuite au moment de la relance. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. L'infolette, le site internet, inscrivez-vous. Et aussi, les Cafés Export donc, sont disponibles en rediffusion sur notre chaîne YouTube et sur la page dédiée Café Export sur notre site internet. On va vous envoyer bien évidemment la présentation dès demain avec tous les liens hypertextes sur les actualités. Vous aurez aussi les différents points échangés avec Kim et Benoît et toutes les informations relatives. Encore une fois, n'hésitez pas à remplir le sondage, à la fois le sondage de fin de ce Café Export pour savoir comment a été pertinent ce Café Export. Et si ce n'est pas déjà fait, vous allez recevoir aussi un sondage un petit peu plus large sur l'ensemble des Cafés Export, savoir qu'est-ce que vous en avez pensé à date, qu'est-ce que vous pensez pour la suite des Cafés Export. Et on est preneur de toute suggestion, amélioration à faire. Et puis, vous avez mes coordonnées aussi si jamais vous avez des questions, des besoins de mise en relation, etc. N'hésitez pas. Merci beaucoup et bonne fin de journée, bon courage et à la semaine prochaine.